Alors, nous allons commencer ce webinaire puisqu'il est midi. Alors, bien, écoutez, bonjour et puis bienvenue à tous pour cette première édition des rencontres connectées de l'IRIC. C'est un rendez-vous spécialement conçu pour vous. Et donc, je suis la docteure Mélèze Ossini, qui est cardiologue au CHU de Bordeaux et puis également directrice adjointe de l'IHU Lyrique. Alors, j'ai choisi un format court et accessible pendant votre pause déjeuner afin vraiment de permettre au plus grand nombre d'entre vous de nous rejoindre pour vous informer et participer à cette rencontre. Alors, mon objectif aujourd'hui, il est clair, c'est de faire de ces rencontres vraiment un événement régulier, une fois par trimestre, où des experts reconnus viendront partager leurs connaissances et leur expertise sur les thématiques cruciales pour votre bien-être et pour votre santé. Alors, sachez que ces sessions sont diffusées en live sur YouTube et Facebook, ainsi qu'un chat, est à votre disposition pour vos questions et on essaiera au cours de cette rencontre d'y répondre le plus possible avec le professeur Mounier. Alors, aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir donc, pour cette session dédiée à un sujet dont on parle assez peu et qui sont les maladies cardiovasculaires chez les femmes. Alors, pour cette première édition, j'ai l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir la professeure Claire Mounier-Veillé, qui est une éminente spécialiste des maladies cardiovasculaires et une fervente défenseur de la santé cardiaque des femmes. Vous avez tous eu accès à ses posts sur LinkedIn où elle est extrêmement active sur ce sujet. Alors, le professeur Mounier est une cardiologue, chef du service de médecine vasculaire et d'hypertension artérielle au CHU de Lille. C'est l'ancienne présidente de la Fédération française de cardiologie. Et puis, elle a également cofondé avec Thierry Drion le fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes et, en février 2020 et une initiative du bus du cœur pour les femmes. Alors, sans plus attendre, je donne la parole au professeur Mounier pour nous éclairer sur la particularité des maladies cardiovasculaires chez les femmes. Claire, Merci la parole est à beaucoup. toi. Alors, on va commencer par un film. Voilà, on est au cinéma le midi, on se repose un peu. Donc, on y va. On n'est pas vieux à 65 ans. On peut travailler, alors qu'il y ait des cas particuliers. Je veux bien. Maman. Chaque jour, c'est la vie de 200 femmes qui s'arrêtent suite à des maladies cardiovasculaires. C'est 100 fois plus que les décès liés à un accident de la route et 6 fois plus que ceux liés à un cancer du sein. Pourtant, 80% de ces décès pourraient être évités. C'est pourquoi nous avons créé le fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes. Depuis 2021, c'est la vie de 4500 femmes que nous avons préservées en les réinsérant dans un parcours de soins. Notre objectif, sauver 10 000 vies. Pour cela, nous avons besoin de vous. Voilà. Hop là. Je ne vais pas vous le refaire deux fois. Donc, c'est exactement dans la commande que m'avait demandé Mélèze. Donc, finalement, l'arrêt cardiaque de la femme, effectivement, dans 90% des cas, c'est d'origine coronaire. Et les femmes, on les regarde s'effondrer et on dit qu'elle fait un malaise vagal, hein. Donc, il y a une perte de chance quand nous sommes une femme. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc effectivement, vous l'avez vu dans le film, donc je vais être assez rapide puisque nous avons un délai, un format court, mais sachez que contrairement aux préjugés que nous avons, c'est la première cause de mortalité chez des femmes, touchant des femmes de plus en plus jeunes, hein, c'est plus 5% par an d'après Santé publique France, de femmes hospitalisées pour syndrome coronaire aigu, et on a des formes particulières d'infarctus, on y reviendra. Alors, on a un engrenage de perte de chance, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est dit et redit, mais on ne le dit pas encore assez. Les femmes ne prennent pas le temps de se dépister, d'écouter leurs symptômes qu'elles attribuent à du stress, à une prise de poids, à la ménopause. Quand il y a un infarctus, ben, elles vont appeler entre 30 minutes, voire parfois une petite semaine. Or, on a 2 heures pour ouvrir une artère. Quand elles sortent des soins intensifs cardio, ce sont des registres épidémiologiques qui le disent, c'est pas moi, eh bien, elles n'ont pas la même ordonnance que les hommes, notamment concernant les statines. Elles ont des statines soit sous-dosées, soit pas de statines du tout. Et puis, on ne pense pas à demander à ces femmes
aux urgences si elles ont une contraception avec oestrogène. Alors c'est le b.a.-ba pour pouvoir l'interrompre, notamment chez les femmes qui font un infarctus tout en étant fumeuses et âgées de moins de 40-45 ans. Enfin, les tests de dépistage ne sont pas appropriés à la physiologie cardiovasculaire des femmes, mais aujourd'hui, on a une imagerie de coupe dont je vous parlerai tout à l'heure, le coroscanner, qui va permettre de vraiment renverser la tendance dans les années à venir en recherchant, en traquant ces plaques molles coronaires qui font le lit de l'infarctus de la femme. Enfin, les femmes ne prennent pas le temps d'aller en rééducation, et ça, c'est un vrai sujet. Et enfin, quand on évalue le risque de ces femmes, on va voir tout de suite ensemble, on a des situations à risque émergentes hyper importantes. Donc, j'ai construit la communication à l'envers de d'habitude volontairement. Alors, 8 accidents sur 10, le film vous l'a dit, sont évitables en repérant les situations à risque de ces femmes. Donc, on le fait à l'envers. On ne va pas faire les facteurs de risque traditionnels, mais on va faire les facteurs de risque émergents qui sont une spécificité féminine du risque. La migraine avec aura, donc c'est par exemple la migraine ophtalmique, qui est une contre-indication formelle aux oestrogènes de synthèse, les syndromes des ovaires polykystiques, l'endométriose, l'après-éclampsie, le diabète gestationnel, c'est un peu mieux connu aujourd'hui, mais les insuffisances ovariennes prématurées également, soit médicales, soit chirurgicales, de femmes chez qui on a été obligé, par exemple pour des raisons de cancer du sein, de faire des ovariectomies préventives. Et enfin, un nouveau marqueur qui sont les calcifications artérielles mammaires qu'on repère à la mammographie. Et donc, ça vous montre simplement qu'on n'est plus dans le cardiovasculaire, mais on est bien dans la transversalité de la prise en charge de la santé de la femme, associant les gynécologues, les neurologues, les radiologues vasculaires, mais également les imageurs de la santé de la femme, avec principalement donc la mammographie. Eh bien, tous ces facteurs de risque émergents, c'est des marqueurs de risque. Ça veut dire que si on les traite, on ne va pas réduire directement le risque d'accident cardio-neurovasculaire, mais ça va identifier des femmes chez lesquelles il faudrait être plus attentif dans le dépistage des facteurs de risque traditionnels et organiser un suivi plus rapproché, puisque le risque d'accident, selon les études, varie entre 1,5 et 2,55. J'ai également mis la ménopause dans les facteurs de risque émergents. Alors, on avait fait une conférence il n'y a pas très longtemps avec Agir, avec l'Association des journalistes médicales. Et elles m'ont challengé. Elles m'ont dit, mais la ménopause aujourd'hui, on sait que c'est un facteur de risque cardiovasculaire et métabolique, mais qu'en est-il du traitement hormonal de la ménopause? Et c'est vrai que pendant, il y a 20 ans, le traitement hormonal de la ménopause, qui pourtant améliore la qualité de vie des femmes, prévient l'ostéoporose et on sait retarde le vieillissement artériel et métabolique, avait eu un cran d'arrêt car la WHI était faite à partir d'hormones par voie orale, de progestatifs de synthèse, et surtout prescrit chez les femmes en moyenne âgées de 62 ans qui avaient déjà une maladie vasculaire installée. On a revu nos gammes et là, pour une fois, c'est bravo les Françaises et les Français, car c'est le schéma français qui a été mis à l'honneur par voie transdermique avec une fenêtre d'initiation thérapeutique, donc au moment de la ménopause avant 60 ans, donc une ménopause de moins de 5 à 10 ans installée, et avec des hormones naturelles, oestrogène naturel et progestérone naturelle ou rétroprogestérone. Et cela avec une évaluation annuelle. Et aujourd'hui, les centres cardiovasculaires de la femme qui se mettent en place maintenant un petit peu partout en France, eh bien, servent à faire cette consultation longue de repérage du risque cardiovasculaire et gynécologique pour autoriser la prescription du traitement chez une femme symptomatique au niveau du climatéraire. Mais ce sont les bouffées de chaleur, ce sont les douleurs articulaires, troubles de la concentration, perte de mémoire. Donc, vous voyez, c'est pas que les bouffées de chaleur. Et donc, dans Circulation en 2023 sont enfin apparues des recommandations américaines qui vous stratifient le risque cardiovasculaire des femmes, autorisant ou pas l'instauration du traitement hormonal de la ménopause. Et c'est tout l'enjeu de ces bilans cardiovasculaires que nous faisons aujourd'hui dans les centres de la femme. Donc, finalement, ces facteurs de risque, on les a bien balayés. Savoir aussi que quand on a eu plus de 3 grossesses, y compris les fausses couches et les interruptions volontaires, c'est associé au syndrome métabolique de la ménopause. Le fait d'avoir eu malheureusement un cancer du sein avec chimio et radiothérapie, c'est un surrisque d'insuffisance cardiaque et de maladie coronaire. Mais c'est également la radiothérapie et la chimiothérapie pour autre chose, par exemple les Hodgkin. C'est dès lors qu'on irradie le thorax d'une femme, et aussi d'un homme, mais un peu plus d'une femme. Une chimiothérapie, ça nous abîme plus que les hommes, notre myocarde, nos valves également qui se calcifient. Puis à côté de l'écran, vous avez également
tout ce qui est le stress psychosocial. La charge mentale, c'est le troisième facteur de risque de l'infarctus du myocarde chez la femme. Il y a également les maladies auto-immunes, inflammatoires, par exemple la polyarthrite rhumatoïde, le lupus. Eh bien, ces maladies inflammatoires vont accélérer le vieillissement de l'artère et les femmes vont payer très cher ce tribut de ces maladies inflammatoires au moment de l'entrée dans la ménopause. Alors, on en revient classiquement aux facteurs de risque classiques. Donc, les acquis et non modifiables, savoir que l'hérédité, quand une femme dit au SAMU, quand elle a une douleur, même bâtarde, mon papa a fait un infarctus très tôt, mon grand-père est mort d'un infarctus, ma sœur a fait un infarctus, ils envoient le camion. Donc, il est important de recenser nos antécédents familiaux d'accidents cardiovasculaires, artériels, mais également veineux, phlébite, embolie pulmonaire, notamment pour les contraceptions avec oestrogène. On a tous ces facteurs de risque évitables, modifiables, et aujourd'hui, le mode de vie a pris le pas sur la vie des femmes et c'est devenu notre ennemi public numéro un. Et savoir qu'après 45 ans, 80% des femmes ont au moins deux facteurs de risque cardiovasculaire, modifiables ou non, mais notre hygiène de vie, elle va nous protéger plus que chez un homme. Tout ce qui est méchant, et tout ce qui est bon est bon. Et donc finalement, eh bien, on voit que fumer 3 à 4 cigarettes par jour, ça multiplie par 3 le risque d'infarctus, que le stress psychosocial est 2 fois plus délétère chez une femme que chez un homme, que le diabète augmente la mortalité de 3 à 7 fois plus chez la femme, et ainsi de suite. Ces infographies, comme le temps nous est compté, sont accessibles directement sur le site agirpourlecoeurdesfemmes.com. Donc, si on veut résumer, eh bien, le nerf de la guerre, finalement, c'est l'inflammation vasculaire, la dysfonction endothéliale, l'altération du système nerveux autonome, qui est qui est soumis aux facteurs de risque traditionnels, aux facteurs de risque hormonaux, aux facteurs de risque émergents, psychosociaux, socio-économiques, et ça va faire le lit, mais sur le long terme, hein, ça va débuter dès l'adolescence jusqu'à l'entrée dans la ménopause, ça va impacter le risque d'accident cardio-neurovasculaire. Alors, la maladie coronaire, je vous l'ai dit dans mon introduction, elle est différente avant 45-50 ans chez un homme par rapport aux femmes, chez une femme par rapport aux hommes. Excusez-moi. Après 65 ans, c'est le noyau lipidique classique avec le thrombus rouge. Avant 45-50 ans, ça va être des petites plaques épouvantables, des petites plaques molles qui ne réduisent pas la lumière de l'artère. Donc, vous allez comprendre très vite que faire une épreuve d'effort chez une femme, ou même une écho-dobutamine, une écho d'effort, s'il n'y a pas de réduction de la lumière, elles sont asymptomatiques. Et en fait, quand elles vont faire des ulcérations de plaques, là, on aura des caillots blancs plaquettaires, mais qui vont se dissoudre spontanément. Et donc, ça va aller emboliser les artérioles en distalité. Donc, la femme, elle va avoir des symptômes qui vont aller et venir. Et on a surtout la coronaire droite et la circonflexe qui sont proches de l'estomac et de l'ésophage qui sont impactés, d'où les troubles digestifs. Mais quand même retenir que la gêne dans la poitrine, même atypique, est là dans 9 cas sur 10. C'est l'étude WAMIF à l'initiative de Stéphane Manzo qui a démontré ça. En fait, la douleur très typique de l'homme dans la poitrine, mâchoire, bras, c'est quand l'artère se bouche brutalement complètement. Et surtout, c'est l'artère gauche, l'interventriculaire antérieure ou le tronc coronaire gauche. Mais les autres symptômes, eh bien, ce sont des ulcérations de plaques, ça peut être aussi des spasmes prolongés. Et enfin, on a l'infarctus illégitime de la femme, la dissection coronaire. On voit notamment en postpartum, en fin de grossesse, mais chez des femmes un peu longilines, très nerveuses, fumeuses, et elles vont faire des dissections coronaires. Et donc ça, c'est une forme très particulière de l'infarctus de la femme, et c'est 8 femmes pour 2 hommes. Et ces infarctus-là, il faut mettre des anticoagulants et surtout pas chercher à les stenter. Donc, le Coroscan, sauver des vies. Donc, aujourd'hui, le Coroscanner est recommandé pour les suivis de pontage, pour les suivis de patients stentés, pour les patients en prévention primaire, le diabétique. Mais aujourd'hui, de plus en plus dans les congrès de cardiologie, il y a des papiers qui sortent, de remettre à l'honneur en fait, le coroscanner en première intention avant l'échographie d'effort. Et vous l'avez compris avec ce que je viens de vous dire, comme la plaque molle de la femme n'est pas calcifiée, on a le score calcique qui est aujourd'hui validé dans nos stratifications de risque pour mettre en route les statines et les antiagrégants plaquettaires. Le problème des femmes, notamment, ou des jeunes hommes, si on voulait parler des hommes, c'est que ce sont des plaques molles non calcifiées. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on aura un score calcique nul, alors qu'on a des plaques molles qui sont fragiles. C'est pas la plaque calcifiée qui va se déchirer, c'est la plaque molle. Et la plaque molle, eh bien, nous n'avons
que le coroscanner qui va dépister cette plaque plus ou moins calcifiée. Et là, vous avez une plaque molle qui est carrément thrombosée sur une coronaire droite de jeune femme. Ça, c'est le mien, donc il est normal pour l'instant. Mais vous voyez que finalement, aujourd'hui, on utilise le score calcique car il est sans injection, qu'il a une bonne valeur prédictive négative, c'est-à-dire que ben voilà, quand il est là, on va mettre en route les stratégies thérapeutiques, mais cette valeur prédictive négative qu'on disait 100%, eh bien maintenant, elle est mise en balance avec l'injection de 30 à 60 cc d'iode selon les machines de scan, et ça va permettre vraiment de dépister la maladie coronaire à son tout début et d'engager la stratégie thérapeutique. C'est un accord professionnel. Toujours est-il que dans les centres d'expertise santé-femmes, j'ai réussi à convaincre l'Hôtel-Dieu Port-Royal et maintenant, on propose de faire des coroscanners en prévention primaire chez des femmes chez qui on veut mettre en route le traitement hormonal dès lors qu'elles ont des facteurs de risque cardiovasculaire. Hein, je ne vais pas faire un coroscan à une femme qui n'a rien. Et je vous ai dit que 45%, que 80% des femmes avaient au moins deux facteurs de risque. Donc, c'est chez beaucoup de femmes. Dans les études qu'on a faites dans le service à Lille, c'est 52% des femmes dépistées au coroscan qui avaient des lésions coronaires et qui ont été rebasculées en risque élevé. Et on a été amené même à arrêter les traitements hormonaux avec le coroscan. Donc là, ce sont les calcifications artérielles mammaires. Donc, je suis en train de regarder 14 minutes, donc il faut que j'accélère. Les calcifications artérielles mammaires, eh bien, quand les radiologues voient ces calcifications, ce ne sont pas les microcalcifications du cancer, eh bien, on doit demander une consultation cardiovasculaire. Alors, quand vous dépistez, eh bien, c'est la première contraception ou son renouvellement. C'est important que nos jeunes filles voient un gynécologue pour faire un bilan lipidique et une glycémie à jeun, une mesure de tension avant la première contraception. Aujourd'hui, on encadre bien les grossesses, surtout qu'elles sont plus tardives et chez des femmes qui ont déjà des facteurs de risque. Et l'entrée dans la ménopause, on en a déjà parlé. On a une infographie que je pourrais vous envoyer par mail parce qu'elle est partie en traduction, donc elle n'est pas encore sur le site, ou comment préparer ma consultation en 10 étapes clés. Donc ça, c'est très simple et je vous l'enverrai. Donc ça permet d'avoir un temps d'écoute auprès de votre médecin plus long. Pour terminer, l'hygiène de vie, eh bien, c'est une grosse étude canadienne. Quand on aborde 8 bonnes habitudes d'hygiène de vie, eh bien, ça nous économise 21 années de vie supplémentaires en bonne santé pour les femmes et 24 pour les hommes. Alors, je ne sais pas pourquoi pour les hommes, je pense parce qu'ils n'ont pas la charge mentale de la maison. Hein. Donc, mais c'est très tôt dans la vie d'une jeune femme, mais après, il n'y a pas de petite prévention. C'est-à-dire qu'on peut redébuter une bonne hygiène de vie à 45-50 ans. Ça marche. Hein, donc, même après un accident, la prévention est efficace. Voilà, donc toutes ces infographies que je poste effectivement sur mes réseaux sociaux sont en accès libre en 4 langues, anglais, arabe, allemand et français. Bon, j'ai essayé de tenir dans les temps. Hein, je suis à 15 minutes 57. Super, merci beaucoup, merci infiniment Claire pour cet éclairage sur l'importance de l'attention particulière qu'on doit porter sur la santé cardiovasculaire des femmes, comme tu l'as montré. Et voilà, plus on en parle, mieux c'est connu et plus on fait attention. Alors, dans le prolongement de ton exposé, je souhaiterais aborder un aspect crucial aussi qui n'est pas pris en compte dans la recherche clinique, qui est notamment la participation des femmes dans les études cliniques. Alors, comme tu le sais, historiquement, la recherche clinique, elle a souvent privilégié les populations masculines, ce qui conduit finalement à une compréhension limitée liée aux spécificités des femmes dans plusieurs domaines, hein, pas que la maladie cardiovasculaire, le sida et d'autres maladies. Et cette lacune, eh bien, le fait de ne pas incorporer assez de femmes dans les études cliniques, elle a des répercussions directes sur le diagnostic, le traitement et puis la prévention qu'on fait chez ces maladies, chez ces femmes, pardon. Alors, on sait que bien sûr, les spécificités des femmes, comme tu l'as rappelé, sont liées à la variabilité des hormones, aux différences anatomiques, aux différences physiologiques, et puis également toutes les préoccupations liées pour le coup au genre et pas au sexe, qui sont la charge mentale, les préoccupations culturelles, qui peuvent effectivement influencer la participation de ces femmes aux essais cliniques. Alors, juste pour rappeler pour notre audience, pourquoi en fait on a un petit peu moins, on a moins de femmes qui participent aux essais cliniques? Eh bien, je pense que c'est lié essentiellement dans les années 60, 50-60, il y a eu plusieurs scandales qui ont été liés aux médicaments
comme notamment, je prendrai l'exemple du Distilbène qui avait été donné à des femmes enceintes pour diminuer le risque de fausse couche et qui, par contre, en effet secondaire, a entraîné des anomalies génitales et des cancers du vagin et de l'utérus. D'autres scandales, bien entendu, sur des malformations du fœtus. Et je pense que ces scandales, dans les années 50, ont vraiment œuvré à exclure finalement pratiquement toutes les femmes des essais cliniques. Et pendant des années, eh bien, les femmes ont été représentées aux alentours de 35%, alors qu'on représente la moitié de la population générale. Alors, les Américains ont été vraiment très précurseurs là-dessus et ont mis en place par leur agence de recherche, ils ont imposé que toutes les études financées par le NIH eh bien, devaient inclure les deux sexes ainsi que les différents groupes ethniques dans les études cliniques. En France, on est un petit peu en retard par rapport à ça, puisqu'on sait que le Haut Conseil pour l'égalité entre la femme et les hommes eh bien, s'est emparé du sujet en 2020 et a fait un rapport qui prend en compte le sexe et le genre pour mieux soigner. Donc, il y a 40 propositions que je vous conseille d'aller regarder. On sait aussi que, par exemple, certains de nos députés, comme la députée européenne Zara Kopoulou, dont l'endométriose et puis la santé des femmes, c'est vraiment son cheval de bataille, elle a adressé une lettre à Mme Kariadis, qui est la commissaire européenne à la santé, pour demander la mise en place d'un vrai plan d'action européenne pour la santé des femmes. Et je pense que tu dois certainement y participer également, Claire. Et on espère vraiment qu'en France, eh bien, on aura ce qu'on appelle un vrai bureau des femmes qui prendra en considération les différences liées au sexe sur les différents thèmes de notre société. Donc, j'aurais voulu que tu fasses un petit commentaire là effectivement sur cette prise en compte des femmes dans les essais cliniques, Claire. Effectivement, c'est surtout des études observationnelles que l'on voit. Alors ce matin, avant de vous voir, je faisais cours sur la sexualité du cardiaque. Et vous avez des consensus, un consensus s'appelle Princeton, justement sur les IPPD5, hein, le plus connu c'est le Viagra, hein, voilà. Et finalement, eh ben, je me suis rendu compte qu'il y avait des études féminines. Donc ils ont quand même testé, mais c'est des femmes ménopausées pour la plupart, mais même dans la grossesse, hein, pré-éclampsie, ils ont testé ces molécules comme le sildenafil. Donc je pense que c'est en train de venir, hein, mais on a toujours la crainte de la grossesse. Donc, tu vois, quand on fait participer ces femmes, on leur demande un test de grossesse. Je vois le protocole qu'a fait Stéphane Manzo sur l'infarctus de la femme. Il fallait que les femmes aient un test de grossesse, objectivant le fait qu'elles n'étaient pas enceintes. Mais avec cette sécurité-là, ça serait bien, effectivement, d'augmenter le nombre de femmes, la proportion de femmes, arriver à la parité, en fait, hein. Et oui, parce que notamment quand on voit effectivement des essais médicamenteux dont seulement 35% des femmes participent dans les essais cliniques, eh bien, on va adapter les posologies, notamment les posologies sont adaptées à la morphologie de l'homme. Et on sait que les femmes font un peu plus d'effets secondaires, notamment aux médicaments. Donc, c'est vraiment un point très crucial. Claire, juste en transition donc avec ce qu'on vient de dire, on sait que tu peux peut-être nous parler des avancées notables dans la sensibilisation et le dépistage donc, des problèmes de santé grâce aux campagnes de communication que tu mènes, notamment l'information au grand public. Est-ce que tu voudrais partager avec nous tes 4S, les 4S rouges et verts, et puis nous parler également du bus du cœur qui sillonne la France pour faciliter l'accès au dépistage des femmes? Alors, les S, en fait, il y a les S rouges et les S verts, hein. Ça, ça. c'était pendant le confinement. Donc, les S verts, par exemple, je vais vous donner quelques exemples, hein. Le sourire, la sexualité épanouie, la sérénité, socialiser, parce que l'isolement social, on l'oublie, mais c'est un facteur de risque cardiovasculaire et métabolique. Des S rouges, bon, on va voir l'inverse, hein. Le stress, la solitude, le sel. Donc voilà, c'est des concepts que vous retrouvez d'ailleurs sur le site d'Agir pour le cœur des femmes. Et c'est vrai qu'au niveau du... Alors, le bus du cœur des femmes qui est venu 2 fois à Pessac, l'année dernière et l'année d'avant. Donc, on a le bus du cœur des femmes et la petite sœur depuis 10 jours qui s'appelle la Journée du cœur des femmes. Donc, le bus du cœur des femmes, c'est une opération itinérante 17 villes, puisque c'est très lourd à mettre en place. On a déjà dépisté presque 10 000 femmes à ce jour, avec des données observationnelles qui sont colligées. Donc, on a un observatoire de 8 400 femmes et 90% des femmes dépistées sur rendez-vous. Donc, on s'appuie sur l'assurance maladie, qui est partenaire du projet, qui va inviter les femmes au dépistage.
eh bien 90% des femmes avaient au moins 3 facteurs de risque cardiovasculaire, 50% 2 facteurs de risque gynéco-obstétricaux, la moitié les deux. Hein. Et puis, on s'aperçoit également que 80% de la population était très stressée. Pour vous donner des choses comme ça, 40% des femmes n'étaient pas à jour dans leur mammographie. Et on a arrêté 40% des contraceptions à risque. Ça, c'est des messages flash. Et l'autre intérêt, c'est qu'on a étudié le score EPIS, donc le score de vulnérabilité sociale. Et en fait, qu'on soit précaire ou pas, socialement parlant, financièrement parlant, toutes les femmes sont à risque. Donc là aussi, c'est un préjugé de dire uniquement les femmes précaires sont à haut risque. Non, les femmes comme vous et moi, nous sommes également à risque, mais ça ne sera pas la même distribution des facteurs de risque. Notamment, il y aura moins d'obésité chez les femmes socialement élevées, si je peux m'exprimer ainsi. Donc là, c'est le bus du cœur qui repart la semaine prochaine à Cannes. Et comme on est obligé pour répondre à la demande et éviter la frustration, on a la petite sœur du bus qui s'appelle la Journée du cœur des femmes, date flottante bien évidemment, dans un établissement de santé. Donc par exemple au CHU de Bordeaux, dans le hall d'accueil de Bordeaux, eh bien on va avoir un dépistage en 6 étapes. Et hier, je vois ici les Moulineaux, là c'est un centre privé. Eh bien Sorelia, eh bien on a dépisté 87 femmes, selon le même protocole. Et donc finalement, ces femmes, comme c'est le même objet social, eh bien, on va pouvoir également étudier ces femmes-là. Et ça nous donne un aperçu de la santé des femmes à un moment donné, avec le soutien du ministère de la Santé et Prévention et égalité hommes-femmes. Alors, pour compléter ce que tu as dit, Mélèze, eh bien, on a un groupe de travail qui se met en place à la demande du ministre de la Santé et de la Miss Santé, Société, bon, voilà, qui se met en place la semaine prochaine sur justement construire un référentiel de bonnes pratiques médicales sur la santé cardiovasculaire des femmes. Donc voilà, ça avance. Donc, il y a du travail sur la planche, bien sûr. En tout cas, cette initiative est formidable. Donc, juste sur les dernières minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on aborde un autre aspect qui est les femmes et les gestes de premier secours. Comme tu l'as rappelé, il y a 200 femmes qui meurent chaque jour de maladies cardio-cérébrovasculaires en France. C'est énorme. Je ne sais pas si notre public s'en rend compte. Il y a contre 2 femmes qui meurent des accidents de la route tous les jours et 33 qui meurent de cancer du sein tous les jours. Alors, il y a des études qui ont été menées notamment aux Pays-Bas en 2019 avec un bel article qui a été publié dans une revue de prestige et qui vient confirmer effectivement le constat de ces inégalités en matière de mort subite. Alors, ils ont constaté que globalement, les chances de survie des femmes réanimées étaient presque 2 fois moins élevées que celles des hommes. Alors, on a du 12% versus 20%, ce qui est énorme. Alors, pourquoi? Eh bien, on peut dire que, comme tu l'as clairement dit, Claire, plusieurs facteurs, notamment les préjugés, les stéréotypes sociaux, ainsi qu'une méconnaissance des symptômes des femmes en cas de crise cardiaque. On sait que les femmes qui sont victimes d'un arrêt cardiaque sont moins susceptibles d'être réanimées par un patient. C'est 68% contre 73%. Pourquoi? Parce que quand une femme s'effondre, comme tu l'as dit dans ton propos, eh bien, on a plus l'impression qu'elle fait un malaise vagal, qu'elle n'est pas tellement sujette à faire un infarctus. Donc, on prend ce malaise un petit peu moins au sérieux. Il y a aussi le fait que, eh bien, il y a la poitrine, donc on a moins envie de poser ses mains sur le sternum et sur la poitrine pour commencer à faire le massage. Et quand on lit cet article, eh bien, la différence est encore plus flagrante concernant les probabilités de survie entre l'admission et la sortie d'un hôpital, avec 33% de survie pour les femmes et 52% pour les femmes, alors qu'on est à l'hôpital. Et là, ça vient, comme tu l'as clairement dit, eh bien, une méconnaissance des symptômes de l'infarctus chez la femme. On a tendance à être plus conservateur, à mettre moins de stents, par exemple, chez la femme. Et donc, c'est un constat vraiment contre lequel il faut apporter des solutions, inverser la tendance. Et on pense qu'il est vraiment crucial de renforcer la formation du public au premier secours et en accentuant, bien sûr, sur la différence des genres, faire des campagnes de sensibilisation, propager toutes les initiatives que tu fais pour une meilleure prise en charge. Il nous reste encore, allez, on va déborder un petit peu 1 ou 2 minutes. J'aimerais bien avoir ton commentaire, Claire, sur ce sujet des arrêts cardiaques. Alors, effectivement, notamment à Pessac, j'avais trouvé ça génial.
parce qu'il faut savoir sur le bus du cœur, systématiquement, c'est obligatoire, il doit y avoir les gestes qui sauvent sur le bus du cœur, dans le village chanté. Et là, les filles avaient ramené des soutiens-gorge et elles avaient mis des soutiens-gorge sur les mannequins. Et j'avais trouvé que c'était génial parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mannequin avec des seins. Et effectivement, il y a à la fois la femme s'effondre, on n'y pense pas, mais et ensuite il faut masser. Et on se dit avec tout ce qu'on a vu, toutes les campagnes MeToo et compagnie, ben, les gens ont peur maintenant de toucher les seins d'une femme, hein. Et donc c'est complètement idiot parce que et il y a quelque chose que je voulais dire aussi, c'est pas grave de masser un cœur qui bat. C'est-à-dire que si on n'est pas sûr que la dame soit en arrêt cardiaque ou l'homme, hein, quand c'est un homme, on masse quand même. C'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est de pas masser parce qu'on a 5 minutes pour sauver le cerveau. Et ça, je trouve que il faut marteler, marteler, marteler ça. Et, et voilà, c'est surtout ça mon commentaire, c'est ne pas hésiter à toucher la poitrine d'une femme, c'est vraiment pas dramatique, hein. Absolument, il vaut mieux masser quelqu'un pour qui on n'est pas sûr qu'il ait fait un arrêt cardiaque, mais je peux vous dire que quand vous commencez à masser quelqu'un qui n'est pas en arrêt cardiaque, s'il n'est pas en arrêt cardiaque, Il il se va réveille. résister, il va vous le dire tout de suite, vous ne pourrez pas le masser. Eh bien, écoutez, pour conclure, eh ben, je tiens à remercier grandement Claire Mounier pour ta contribution à notre première rencontre connectée, et puis également à tous les participants en ligne. Et je voulais aussi vous dire qu'ensemble, on peut vraiment faire la différence en propageant ce que vous avez appris aujourd'hui et en devenant des relais des messages que vous avez entendus. Et surtout, n'hésitez pas à encourager votre entourage à se former aux gestes de premier secours. Si vous sauvez une personne dans votre vie, c'est déjà énorme. Merci Ouais. à tous et à toutes. Merci énormément à Claire. Quant à Merci moi, je vous beaucoup. donne rendez-vous en juin pour parler du sport et du cœur à l'occasion de l'ouverture des JO. J'aurai un invité surprise. Ah, Merci beaucoup à vous toutes et vous merci tous. beaucoup.